Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Une émission spéciale, une fois de plus, on va oublier nos rubriques habituelles pour aller directement à la partie magazine, parce qu'il y a beaucoup à dire pour la sortie de ce livre chez Contre-Culture, en fait de 2 livres en un seul volume. Les 2 livres, le premier de Pierre-Joseph Proudhon, Philosophie de la misère, et sa réponse, Karl Marx, Misère de la philosophie, aux éditions Contre-Culture, pour 19,50 €. Vous avez les 2 ouvrages. Bon, c'est les 2 ouvrages, on pourrait dire, d'une disputation, d'une polémique qu'il y a eu au sein du socialisme. Là, pour le coup, il y a un représentant du socialisme français et on pourrait dire, du socialisme allemand, dans la personne de Karl Marx, qui était à la fois un disciple, on pourrait dire, enfin, un disciple, peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas, un homme qui avait de l'estime, en raison déjà de son aînesse pour Pierre-Joseph Proudhon. Karl Marx a lu Joseph Proudhon, il l'a lu avec profit, il avait plutôt de la déférence pour lui, mais il avait aussi quelques réserves, et c'est vrai que Pierre-Joseph Proudhon, en dehors de son travail très utile en son temps, a été, pour ainsi dire, il a trouvé son maître, et c'est cette réponse, Misère de la philosophie. Alors on retrouve évidemment entre cette balance très hegelienne, philosophie de la misère pour l'un, et misère de la philosophie, on voit toute l'ironie de Marx qui se donne libre cours. On va parler de ça à notre micro avec Pierre de Brague, patron de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Pierre, bonsoir. Bonsoir. On va parler donc de cette importante réédition. Pourquoi je dis importante ? Parce que Contre-Culture, c'est une maison d'édition militante. On sait qu'elle produit des ouvrages polémiques, des ouvrages critiques, des ouvrages qui excitent la pensée, qui parfois même suscitent la polémique. On sait qu'il y a même eu des procès pour certaines rééditions choisies par Contre-Culture. Mais elle a aussi choisi d'être une maison de réédition de travail de fond. Et c'est vrai que depuis très longtemps, on ne pouvait plus trouver en langue française ces 2 ouvrages, et en tout cas pas ensemble, ce qui là permet d'avoir, je dirais, l'ensemble de cette dispute importante pour les débuts du socialisme réel, du socialisme, on va dire, sorti de son enfance, du socialisme utopique, puis de sa adolescence dans le socialisme français, et qui rentre avec Marx dans son âge adulte avec le socialisme, on pourrait dire, scientifique. Alors, Pierre, vous avez voulu discuter de cette importante réédition. Qu'est-ce que l'on peut dire pour que nos auditeurs, déjà, ne soient pas intimidés à l'approche de ces deux monuments du socialisme ? C'est vrai qu'un constat assez simple, en France actuellement, c'est que la question sociale est partout. La question sociale est omniprésente, et je crois que c'est vraiment très très important de revenir aux fondamentaux de la question sociale, et plus important même de l'idée socialiste, puisque quand j'écoute les émissions, par exemple la dernière que tu as faite avec les Gilets jaunes, on comprend qu'ils font face à une impasse. Ils sont face à une impasse, et il y a un grand désarroi, un manque de sens, et on se dit, ils arrivent à cette conclusion: si demain on prenait le pouvoir, on ne saurait pas quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas de vraie vision sociale et socialiste. Et je pense que c'est très très intéressant de revenir encore une fois à cet affrontement entre le socialisme allemand et le socialisme français, entre l'école de pensée communiste et l'école de pensée syndicaliste, entre Proudhon et Marx, parce que c'est encore une fois revenir à nos fondamentaux et sortir des pièges, des impasses, des ornières. L'impasse actuelle, je pense, la plus probante, vraiment dans la période ultra-contemporaine, c'est quand je vois que la gauche est soi-disant représentée par Branco. Branco, c'est réduire le socialisme au réformisme hyper démocratique. C'est réduire la question sociale à la question démocratique. Donc là, on est complètement sorti, encore une fois, du sérieux, quoi. Vraiment du très très sérieux. Et revenir à Proudhon-Marx, c'est revenir au très très sérieux. Est-ce que justement, est-ce qu'il n'y a pas là justement au fond de cette incohérence apparente de ce que tu appelles la gauche, est-ce qu'au fond c'est pas la gauche qui va au bout de sa logique, au sens où on en a déjà discuté à ce micro quand on était avec notre camarade de Rébellion, qui aurait 3 camps d'une certaine manière, on va dire pour faire simple, le camp de la réaction, de la droite, même on va mettre là-dedans même les libéraux, de l'autre côté la gauche, et enfin le socialisme.
Le socialisme, qu'il soit d'ailleurs adolescent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire socialisme français, proudhonien, que dans ta jeunesse, toi-même, tu as beaucoup promu, même si c'est vrai, j'ai l'impression, tu m'arrêtes Pierre si je m'égare, que l'âge venant, tu t'éloignes de Proudhon et tu te rapproches de Marx. Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais on va en discuter, ça va être intéressant. Justement, c'est intéressant parce que je crois que d'abord, dans cette querelle entre Proudhon et Marx, d'abord, peut-être on peut commencer par ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord un problème de tempérament ? Est-ce qu'on n'a pas deux profils ? Si, bien sûr. Alors, si tu veux, on peut commencer par ce point-là. Je peux effectivement montrer les antagonismes, les oppositions de profil entre Proudhon et Marx. Alors, si tu veux, si on va très vite. Je le fais très succinctement sur une description pratiquement historiographique. C'est-à-dire que Proudhon, lui, il vient d'une famille de paysans de Franche-Comté, plutôt de Besançon. Il est fils d'un tonnelier, il était bouvier dès l'âge de 7 ans, enfant, vraiment. C'est un autodidacte. C'est un autodidacte, il a été étudiant boursier, mais il s'est vraiment construit tout seul. Après, il a été ouvrier dans le monde de l'édition, ouvrier typographe, correcteur. Il a connu la précarité, le chômage. Il faut juste rappeler qu'à l'époque, le monde du livre, c'est un monde très prolétaire. Bien sûr. C'est un monde où c'est presque un des bastions du syndicalisme de combat. Parce que c'est à la charnière du monde du travail et aussi du monde intellectuel. Et en fait, Proudhon, là, tu es en train de souligner déjà quelques aspects intéressants. Il vient d'un milieu plutôt réactionnaire. La campagne, on le sait, est plutôt marquée par le temps qui passe, un certain style réactionnaire quand même dans les campagnes. Un style aussi artisanal, puisque tu dis son père est tonnelier, et donc il y a toute cette idée quand même de l'individu, l'importance du travail, la valeur travail, la valeur de l'effort, etc. Et en fait, tout ça trace un portrait quand même assez petit bourgeois. Non, pas petit bourgeois, justement, plutôt rural. Et Proudhon est quelqu'un qui a une philosophie, justement, sa philosophie sociale, sa pensée va découler de cette praxis originelle et de son côté, justement, ancré, paysan, rural, avec une grande conscience classique. Alors, je voulais dire aussi, Proudhon, en tant que paysan, fils de paysan, a reçu une éducation catholique. Et comme je le disais, c'est un autodidacte. Même plus tard, il connaîtra encore une fois des difficultés. Il s'est marié, lui, à une ouvrière. Il passera par la prison. Il connaîtra l'exil. Il s'exile 2 fois en Belgique. Et il passe pour la petite histoire, il passe par la prison pour délit de presse, pour avoir critiqué Napoléon Bonaparte. Et entre-temps, il avait essayé de mettre sur pied une banque du peuple, à crédit gratuit, comme on dit, crédit à taux zéro. Tout ça, c'est très intéressant. Alors que Marx, lui, effectivement, vient d'une lignée de rabbins ashkénazes. Ashkénaze, parce que déjà, il y a le mot naze. Qui a fait des hautes études. C'est un universitaire, Marx, c'est un intello, c'est un fils d'avocat. Toute sa vie, il a été entretenu. Alors on peut en débattre, mais il a été entretenu par Engels. Oui, qui était lui patron d'une usine de chaussures, je crois. Donc Marx fait des hautes études, c'est un doctorant. Il se mariera à une aristocrate, pas une ouvrière. Une aristocrate allemande. Et oui, une aristocrate allemande. Et on a déjà cette confrontation entre 2 visions du monde et 2 praxis. Et Marx est beaucoup plus intello, Et Proudhon vient fondamentalement de ce qu'on appelle la plèbe et du prolétariat. Il en vient, alors que Marx n'en vient pas. C'est déjà... Oui, c'est pas un prolétariat urbain. Non, c'est un prolétariat rural. Et tu l'as dit, il a une éducation religieuse et ça va avoir une grande importance dans la rédaction de son livre Philosophie de la misère, parce qu'en réalité, il y a des pans entiers de cette... D'ailleurs, ça commence par là. Les premières lignes de son essai Philosophie de la misère, qui est en fait un essai, on pourrait dire, métaphysique sur la notion de la misère, commence par des notions théologiques. Il commence par dire « supposer Dieu ». Dira-t-on, c'est le nier. Pourquoi ne l'affirmez-vous pas ? Donc, il commence déjà par presque comme un cartésien, là. Il commence par son inspection par des questions de nature théologique. C'est quand même très loin des préoccupations d'un Marx. Oui, mais parce que on est un peu surpris quand on découvre Proudhon sous cette acception, si tu veux, parce que c'est vrai que c'est un théologien, c'est un grand mystique, c'est un grand théologien, c'est un métaphysicien, on peut le considérer quand même métaphysicien, alors qu'on a de Proudhon une image éculée de l'anarchiste libertaire, socialiste réformiste et rien d'autre. Et moi, je voudrais dire, de la même manière qu'on peut pas réduire Marx à son acception deborddienne comme le font
font les cousiniens en ce moment. Je trouve que c'est un peu facile de réduire, parce que là je suis obligé de contextualiser, de réduire Proudhon à son exception réformiste et de le réduire à ses interprétations mutualistes, fédéralistes. Tu vois. C'est très intéressant. Même lorsqu'il ne parle que de questions, enfin jusqu'à la question bancaire, puisque tu parlais de la mission. Jusqu'à la question bancaire, c'est très intéressant, mais pour moi, Proudhon, c'est un penseur révolutionnaire et peut-être le plus grand penseur révolutionnaire qu'on ait connu. Je suis content de t'entendre parce que je croyais, peut-être c'était un malentendu, mais je croyais que tu t'étais éloigné de ton Proudhon. Pas du tout. Pour te rapprocher du rabbin Marx, mais c'est une erreur de ma part. Non, mais par contre, je ne veux pas rentrer. Il y a quelques années, je serais rentré en confrontation, en opposition frontale avec Marx, effectivement. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une optique de réconciliation entre Proudhon et Marx, si tu veux, de réussir à les articuler, à les lier, à prendre ce qui est bon. Et je pense que c'est ce qu'ont tenté de faire des grands penseurs comme Sorel et Édouard Berthe, dont je me revendique vraiment, pour le coup, fondamentalement, encore une fois. Ils ont essayé de lier, plutôt que d'opposer Proudhon et Marx, ils ont essayé de faire la synthèse entre Proudhon et Marx. Et pour moi, ça donne quelque chose de très fécond. On y reviendra peut-être en fin d'émission. Mais là, c'est vrai que pour le livre, en particulier, on doit rentrer dans la confrontation, on doit rentrer dans l'opposition, voilà. Alors, on est dans l'intérêt à discuter déjà de Branco. Tu dis, et tu parlais des Gilets jaunes, tu as le sentiment d'un grand besoin, finalement, de revenir, probablement aussi à la praxis, mais également à la théorie. C'est réarticuler théorie et praxis, et il te semble qu'il y a une grande disette, une grande faim peut-être aussi, une grande famine de théorie juste, et il te semble que ce livre pourrait y contribuer utilement. Oui, parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on entend partout en ce moment ? C'est on veut résoudre la question sociale. Si c'est sûr que si c'est Branco la réponse, ça ne va pas pisser très loin. Mais que disent les Gilets jaunes ? C'est on veut résoudre la question sociale, qui pour le faire ? Et on n'a pas d'idée. Voilà, ils sont dans une impasse un peu conceptuelle, si tu veux, théorique, si tu veux. Et voilà, et qu'est-ce que le système leur donne comme voie de garage ? Branco, Mélenchon, machin. Bon, je pense que là, c'est le bon moment pour revenir encore une fois aux fondamentaux. Alors, si tu me le permets, je peux revenir très très brièvement, encore une fois d'un point de vue historiographique, sur l'origine de ce livre, puisqu'on dit souvent que ça part d'un texte de Proudhon, mais en fait, comme tu l'as dit en introduction, Proudhon et Marx se connaissaient. Proudhon est l'aîné de Marx. Proudhon fréquentait Marx et fréquentait Bakounine et d'autres, d'ailleurs, ils se fréquentaient. Et dans ce qu'on a appelé la première internationale. Même avant. Même avant. Et Proudhon, en fait, à cette époque, était beaucoup plus respecté au niveau européen. Il avait une plus grande renommée en tant que penseur socialiste. Voilà. Marx, si tu veux, était un penseur naissant, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une dimension meurtre du père dans cette dispute, parce que Marx était inspiré, il admirait Proudhon, et d'ailleurs, on peut le dire, il lui a même piqué certaines choses. Voilà, donc c'est quand même c'est intéressant. Mais Proudhon a écrit son ouvrage, Philosophie de la misère, parce que Marx commençait à avoir des projets et des prétentions, et avait fait une proposition au milieu socialiste de l'époque, qui était de créer, si tu veux, des partis révolutionnaires avec une dimension violente, armée. Si tu veux, c'était les prémices, en fait, du communisme, quoi. C'était les prémices du communisme. Et quand Proudhon a senti que Marx allait déclencher cette dynamique et cette offensive, Proudhon a pondu son ouvrage, auquel a répondu effectivement Marx avec beaucoup de sarcasme, beaucoup d'ironie. Qui est franchement, il faut le dire, délicieuse. Oui, bien sûr, c'est délicieuse. Il faut le dire quand même aux auditeurs, quand on comprend, enfin quand on vient de lire, quand on vient d'achever, parce que c'est ça l'intelligence et l'opportunité de cette réédition aux éditions Contre-Culture, c'est on vient de finir Proudhon et on ouvre Marx. Et là, je vous le dis tel quel, chers amis auditeurs, on s'amuse. Oui, on s'amuse mais... parce qu'il le mord et il le rate pas. Mais malheureusement, je pense qu'on s'éloigne du sérieux. Alors c'est vrai que plus mordant, peut-être plus clinquant, plus brillant si on veut, mais je pense, à bien y regarder, moins solide finalement, plus léger. Voilà, donc encore une fois, tu l'as dit, beaucoup d'ironie, beaucoup de sarcasme, et c'est vrai que peut-être plus facile aussi. C'est peut-être pour ça que Marx s'est imposé dans les milieux socialistes à partir de là, parce que peut-être plus facile à comprendre quelque part. Alors que Proudhon, c'est vrai que c'était beaucoup plus éparpillé, peut-être plus difficile d'accès. Mais il y a des étapes dans cette victoire du marxisme sur le proudhonisme. C'est-à-dire qu'il y a ce livre, effectivement, qui sort en 1846, enfin cette opposition, cette dispute en 1846. Et puis il y a la première internationale qui se déroule en 1864.
et qui est effectivement le début de la prise du pouvoir du marxisme sur le mouvement socialiste européen. D'ailleurs, Proudhon se déplace lors de la première internationale, mais il est très malade. Oui, c'est ce qui se passe à Londres. Il est très malade. Il essaye justement de contrer l'influence marxiste à cette époque, mais il meurt un an plus tard. Voilà, Proudhon meurt en 1865. Et après, il y a d'autres étapes. Il y a la deuxième internationale qui, là, scellera la victoire de la pensée marxiste. La deuxième internationale, c'est en 1889. Et alors, bon, pour la petite histoire, encore une fois, on accuse Marx d'avoir bourré les urnes, quand même, à cette mais il faut dire une chose, c'est époque. que Marx, comme les situationnistes, d'ailleurs, l'avaient fait plus tard, au moment des élections universitaires en 1967, à Strasbourg, qui permettra d'ailleurs l'édition sauvage, mais avec les appareils de reproduction, enfin de reprographie de l'UNEF, d'alors, qui était un syndicat unitaire de tous les étudiants, avec le secours d'ailleurs de certains de nos camarades qui sont venus à ce micro. Je pense à Philippe Champion, s'il nous écoute, je le salue, qui a aidé les situationnistes de l'époque à s'emparer, en pourrant les urnes et toutes sortes de manœuvres tout à fait fascistoïdes, parce qu'ils n'ont jamais cru en la démocratie. Et c'est vrai que dès Marx, dès l'histoire de la Première Internationale, on constate que les marxiens, les marxistes de demain, pratiquaient déjà en fait tous les coups tordus qui deviendront le propre des organisations léninistes, trotskistes, staliniennes, maoïstes et toutes les suites de léninisme. Semble-t-il. Alors là, il y a une vraie fidélité. C'est-à-dire que les cousiniens nous diront que non, Lénine n'est pas contenu dans Marx. Ça peut se défendre. Je pense qu'ils ont des arguments tout à fait valables à faire valoir. Il n'en demeure pas moins que sur cette pratique, Pierre, vous avez raison, il y a, dès les débuts de la Première Internationale, des coups tordus, des histoires de congrès, de majots, de minots, tout ce qui fera le charme des mouvements ouvriers pendant le siècle 19e et 20e. Et tout ça constitue effectivement des étapes dans la prise de pouvoir idéologique et même plus du marxisme sur le proudhonisme qui, je pense, mérite et gagne à être redécouvert aujourd'hui. Alors si tu me permets, on peut peut-être rentrer un peu plus d'abord dans le proudhonisme. Allons-y. Et encore une fois, alors c'est vrai que Marx a raillé Proudhon en faisant un petit bourgeois, mais rien que le petit descriptif que j'ai fait tout à l'heure pousse quand même à se demander qui était le petit bourgeois vraiment dans cette affaire. Mais encore une fois, je voudrais m'élever contre la vision qu'on a habituellement de Proudhon, qui est de dire que c'est un anarchiste, libertaire, juste simplement réformiste, avec une dimension presque démocratique, encore une fois, dans sa pensée mutualiste et fédérative, parce que pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le plus grand penseur révolutionnaire et avant toute chose, et là je pense que c'est fondamental, c'est le plus grand moraliste, c'est le plus grand penseur moraliste que la France ait compté. Voilà. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous renvoie cette fois au grand siècle, au XVIIe siècle, qui est le siècle des moralistes français. Et c'est vrai que si on accepte les aspects très... Moi, je suis catholique, j'ai pas de problème avec ça, mais je m'amuse de voir les milieux, on va dire, sous l'influence du socialisme, qu'ils soient français ou d'ailleurs, discuter d'auteurs qui sont en fait des grenouilles de bénitier. C'est le cas, je le dis avec un peu d'ironie, c'est le cas de Pierre-Joseph Proudhon, qui est tout barbouillé de catéchisme. Et en fait, son socialisme est profondément évangélique. Là, je redeviens un peu plus sérieux. Il y a une veine, en fait, et c'est d'ailleurs ce que reconnaissent volontiers les suivants on va dire, de l'hégélo-marxisme, qu'ils soient situationnistes ou cousiniens, comme tu voudras, qui lui reconnaissent ce style, on va dire, pré-capitaliste. Ce qui l'intéresse, c'est toutes les pratiques socialistes pré-capitalistes. En effet, et on pourrait parler, si tu veux, de la dimension religieuse qui est présente chez Proudhon, effectivement, qui est encore une fois, moi je pense que c'est un mystique, qui a beaucoup critiqué, c'est vrai, le cléricalisme, mais qui s'en est beaucoup pris aussi à la bourgeoisie catholique de son époque, c'est-à-dire du milieu du XVIIIe siècle, qui était assez exécrable à tout un tas de niveaux. Il s'en est beaucoup pris effectivement à l'institution catholique, mais il n'a jamais renié son éducation catholique, lui, et encore une fois, c'est un grand théologien, et c'est vrai qu'il est très très marqué par la figure du Christ. Il est très marqué par certaines valeurs qui se retrouvent, et même au travers de qui se retrouvent dans le catholicisme, et même au travers de son exégèse sociale. On va y venir peut-être quand je vais développer la théorie de la famille. Finalement, on boucle la boucle, on fait le tour, et on revient à des conceptions qu'on pourrait considérer chrétiennes, religieuses, tout ce que tu veux. Donc c'est pas un bouffeur de curé primaire. Mais ça pourra inciter peut-être certains catholiques, d'ailleurs, qui ne connaissent pas son œuvre, à s'y référer, parce qu'en effet, on peut parler presque d'un maillon qui manque entre ce que les contre-révolutionnaires appelaient le socialisme chrétien et le socialisme athée, justement. Il est un petit peu à la confluence des deux, c'est intéressant.
Surtout que Proudhon dit bien que la dimension religieuse est intrinsèque à l'être humain, qu'on ne peut pas faire sans, il faut absolument en faire avec, bien sûr, puisque Proudhon prend l'humain dans son entière acception. Et Proudhon dit bien que le christianisme est peut-être la version la plus sublime du sentiment religieux, justement, la plus haute. Voilà, donc c'est quand même pour un socialiste primaire anarchiste, c'est quand même assez surprenant. On est assez loin. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit de la famille, Pierre ? Ah bah, on va y venir. Alors moi, je voulais juste te dire, voilà, c'est un grand moraliste, mais c'est aussi un anti-romantique. Là, c'est pareil, on pourrait faire le parallèle avec Marx, on va y venir. Et même un rapprochement avec Maurras, qui était le grand opposant à l'importation de l'idée romantique. Bien sûr, ouais. de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Non, de ce point de vue-là. C'est intéressant. Il est très français, en fait. Il est très français, très classique, très imprégné aussi de culture gréco-romaine, très imprégné par le droit romain. Voilà, très grand siècle. Très grand siècle. Et donc, il devrait aussi être lu avec peut-être un peu plus de charité par nos amis cousiniens, puisque, on le sait, Guy Debord ne cessait de citer le cardinal de Rais, Bossuet. Et c'est vrai qu'on retrouve cette langue très 17e sous la plume de Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon était un grand admirateur de Pascal, par exemple. Voilà, donc c'était une certaine dimension, encore une fois, du christianisme. Donc, Proudhon, grand moraliste, anti-romantique, anti-utopiste. Voilà, ça c'est très important. Donc là, on voit déjà toute l'opposition avec la philosophie allemande, enfin une certaine conception de la philosophie allemande. Ce qu'on va appeler l'idéalisme allemand, oui. Et anti-féministe, ça a une grande part de son œuvre. Voilà, et ça, je tiens à appuyer beaucoup dessus. Ça, c'est pour me payer un peu Michel Onfray. Parce que Michel Onfray, en ce moment, se revendique proudhonien, mais en mettant de côté la dimension misogyne et antiféministe de Proudhon. Et moi, je vais le développer. La théorie sociale de Proudhon repose intégralement sur son antiféminisme et sur sa misogynie. Et je vais développer pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Homophobe, antisémite, mais tout ça aussi, ça fait partie d'un tout. Hein. C'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel, comme on veut souvent exonérer les penseurs socialistes du 19e en disant oui, mais à cette époque, vous savez... C'était une passion irrationnelle. Voilà. En fait, c'est toujours le même argument qui nous a avancé. C'est sans cause. C'est-à-dire que l'antisémitisme ou l'homophobie, en fait, serait sans cause. Alors qu'en réalité, là, on va le voir. Ça fait partie d'un tout. Pierre-Joseph Proudhon, c'est un sociologue aussi. C'est un penseur de la société dans son état naturel. Et il n'est pas sans argument, je veux dire, contre ses adversaires. Pas du tout. Encore une fois, ça fait partie d'un tout, d'une théorie sociale très profonde et très élaborée. Et voilà, tout ça est très, très cohérent. Alors, juste pour finir, je voulais dire, il polémique effectivement dans cet ouvrage, dans Philosophie de la misère, contre le communisme intégral qu'il a perçu chez Marx, parce qu'il considère effectivement que ce communisme intégral est une utopie et qu'il consisterait à organiser la misère. Voilà, c'est bien le sens de sens de l'ouvrage. Je veux bien concéder à nos amis post-situ, pro-situ, parasitu que le socialisme réellement existant ne peut pas réduire toute espérance communiste. J'en conviens. On peut pas tout renvoyer à l'expérience du goulag, ou l'expérience du laogai en Chine, ou l'expérience des prisons de Che Guevara à Cuba, ou l'échec de la révolution en Angola, ou en Éthiopie, ou partout ailleurs où le socialisme a été testé. Cependant, si on ne peut pas tout rabattre sur l'argument goulag, la reductio ad Stalinum, il n'en demeure pas moins que le socialisme réellement existant, partout où il a été expérimenté, à l'exception peut-être de quelques semaines dans les communes libertaires de Barcelone ou sous les chars soviétiques à Prague en 1956, pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de bilan positif à faire valoir. Et en effet, le communisme, comme l'a pressenti Pierre-Joseph Proudhon, pour l'instant, n'aura été que l'organisation de la misère. Oui, mais encore une fois, là, tu parles effectivement des parasitus, des situs, enfin des cousiniens, mais il faut savoir, peut-être pour nos éditeurs, pour replacer les choses dans leur contexte, que l'interprétation cousinienne, debordienne cousinienne de Marx, c'est une interprétation, on va dire, particulière, mais elle n'est pas forcément unanime. C'est-à-dire qu'on peut interpréter Marx à l'aune de Debord, comme on peut interpréter le Marx à l'aune de Hegel, comme on peut interpréter Marx à l'aune de Proudhon, comme moi j'aimerais le faire, par exemple. On n'est pas obligé, ou à l'aune de Lénine, pour une vision plus politique. Là, ça va être plus difficile. Oui, mais on n'est pas obligé de voir forcément la lecture debordienne de manière hégémonique. Si tu acceptes la lecture léniniste et avec tous ces sous-sectes, c'est-à-dire Trotskar, Mao et autres, dans ce cas-là, le socialisme réellement existant, réellement pratiqué, c'est la philosophie de la misère. C'est invariable. On ne peut pas enlever ça. Même nos amis
pro-situ, para-situ, sont obligés de reconnaître que il y a, on en parlait tout à l'heure lors de la prise de contrôle de la Première Internationale, il y a chez Marx déjà des germes de léninisme. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a toutes les dimensions dont on vient de parler, elles sont chez Marx. Et même le concept de dictature du prolétariat est absolument terrifiant, Pierre. Quand on est un proudhonien bien sûr, mais conséquent, Proudhon avait l'expression déjà, fait flipper. Bien sûr, mais Proudhon avait déjà saisi ce qui allait se passer quelque part. Il avait déjà prédit tout ce qui allait se passer, et c'est bien contre ça qu'il a rédigé son ouvrage. Voilà, mais sans forcément rentrer dans des considérations, j'ai envie de dire, droitardes, de condamnation, de tout socialisme possible, de toute lutte des classes ou de tout socialisme, parce que c'est soi-disant de la réduction au matérialisme intégral et rien d'autre. Il faut remettre la dialectique à sa juste place, et Proudhon comme Marx sont deux dialecticiens, et après on prend ce qu'on a à prendre, mais Proudhon pour moi est un grand dialecticien, Marx aussi est un grand dialecticien, les deux pour moi sont des grands penseurs révolutionnaires, mais encore une fois il y a peut-être différentes écoles, différents courants de pensée, je pense qu'il y a plusieurs Marx aussi, voilà, il y a toutes les dimensions, il y a un Marx économique, un Marx politique, un Marx philosophique, peut-être qu'on... Et il y a un Marx prophétique. Un Marx prophétique. Si vous permettez, Pierre, juste une remarque là-dessus, puisqu'on en est à ça, il n'y a pas du tout... Alors il y a on l'a dit, un Pierre-Joseph Proudhon mystique, théologien, mais il y a un Marx, prophète juif. Bien sûr, bien sûr. Et en réalité, le communisme que nous prédisent les conseillistes de type cousinien ou même les communistes de façon générale, tout ce pan prophétique du marxisme est en lui-même ridicule. On peut se moquer je le faisais tout à l'heure aimablement, des penchants religieux d'un Proudhon, mais en revanche, je crois qu'on ne peut que rire aux éclats de tout le versant prophétique qui nous promet la résolution de toutes les contradictions dans le communisme réalisé. J'entendais récemment une vidéo de nos amis, quand même, de nos copains d'Aou Febong, que j'ai eu le plaisir de recevoir à ce micro, ou de la chaîne Guerre de classe, où on nous expliquait, alors c'était pas très clair, la fonction que pourrait éventuellement avoir Internet pour la distribution de produits exotiques comme, je ne sais pas moi, les ananas du Costa Rica ou les bananes de la Guadeloupe, si vous voulez. Et donc tout ça autogéré par les conseils ouvriers de la société communiste réalisés sans contradiction. Mais c'est lol. Lol. Le fameux communisme primitif, que ce que certains appellent le communisme primitif, ou la partouze cosmique dont certains parlent aussi, voilà. Voilà, qui n'est pas un chien, mais un moment de radicalité stellaire qui annonce le monde qui vient. Par exemple. Mais Proudhon, si vous voulez, a déjà saisi tout ça dans sa polémique. Puis il a saisi la dimension téléologique et messianique du marxisme, c'est vrai, qui, encore une fois, est présente, mais on n'est pas obligé de réduire Marx à ça en permanence non plus. Voilà. Bref, alors je voudrais revenir sur la théorie de la famille chez Proudhon, qui est, je pense, le premier grand axe de la théorie sociale de Proudhon. Je pense qu'il y a trois grands axes, trois grandes théories chez Proudhon qui fondent sa théorie sociale globale, alors que chez Marx, il n'y a qu'une seule grande théorie, c'est la théorie de la lutte des classes. Voilà. Donc je revenais sur la misogynie, puisque je pense qu'elle est fondamentale pour comprendre la philosophie de Proudhon, puisque Proudhon pose bien, comme il l'a fait dans La pornocratie, également réédité chez Contre-Culture, pose bien la question de la femme comme le fondement de toute pensée. Et Proudhon nous dit bien que la femme est soit courtisane, soit ménagère. Et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'autre alternative, et qu'il faut partir des faits, et que les faits anthropologiques, si on veut, sont tels. Et donc, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est la dichotomie assez connue, hein, c'est pute ou maman, hein, on va le dire comme ça. Et Proudhon fait le constat que si la femme n'est pas, j'ai envie de dire, tenue, contenue... Je n'avais pas saisi la dimension toute proudhonienne du film de Jean Eustache, La maman et la putain. Bien sûr. À revoir, un très bon film. À revoir. Très bon film du début de la nouvelle vague, qui a pas été apprécié par la nouvelle vague, justement, peut-être à cause de ce fond trop subversif. Donc Proudhon nous dit bien que si la femme n'est pas tenue, pas contenue, et si elle donne libre cours à sa dimension uniquement courtisane, on va le dire, ou pute, hein, si on veut le dire rapidement, la société court à la catastrophe. C'est la destruction de la société, c'est la dissolution de la société, c'est l'avènement de la pornocratie ou de la prostitution généralisée. Et donc,
c'est pour ça, c'est à partir de cette base que Proudhon va élaborer sa théorie de la famille, qui va faire l'éloge du couple, qui va faire l'éloge de la fidélité conjugale, qui va faire l'éloge du mariage. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est extrêmement réactionnaire. Mais oui, mais c'est là où il rejoint justement, il rejoint l'Église là-dessus. Oui, et il rejoint même toutes les aspirations qu'il occupe par ailleurs sur la question syndicale ou des organisations ouvrières, pré-capitalistes, que lui reprochent parfois nos amis parasitus, justement de toutes ces institutions pré-capitalistes et anti-capitalistes, en fait, que sont la famille, le couple, le foyer. Voilà. Mais Proudhon nous dit bien que le couple est une institution humaine, qu'il ne s'agit pas d'unir un homme et une femme simplement par un contrat, mais qu'il faut que ça soit une union mystique devant Dieu, etc. Pour que ça soit quelque chose. C'est une institution, quoi. C'est une institution. C'est pas qu'un contrat. C'est une institution. C'est une institution. C'est quelque chose de très solide. Et encore une fois, c'est qu'il met la fidélité conjugale au-dessus de tout. Voilà, c'est pas simplement un bas misogyne. C'est qu'il défonce, si vous voulez, une certaine dimension de la féminité pour mettre plus haut que tout certaines valeurs, encore une fois, du couple, certaines valeurs de l'union entre un homme et une femme. Et de cette vision du couple découle une vision qu'on va appeler plus... qui va considérer plus le ménage, le foyer, le patrimoine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme et une femme s'unissent, il y a une division, c'est ce qu'il dit, il y a une division naturelle qui se fait au niveau du patrimoine. C'est-à-dire que l'homme va plus s'orienter vers la production, ce qu'il lui appelle l'atelier, voilà, l'échange, alors que la femme, elle, va naturellement, encore une fois, s'orienter plutôt vers le ménage. Mais le ménage, c'est-à-dire le foyer. Non, mais attendez, oui, le ménage entendu comme oikos, c'est-à-dire la vie de la maison. La vie de la maison. C'est plus une activité dans l'intérieur. Bien sûr. Mais qui ne veut pas dire qu'elle est derrière sa. Non, c'est-à-dire que la femme est vraiment posée là comme la reine du domaine familial. Oui, non, mais je précise ça pour que nos amis féministes hystériques de troisième génération ne fassent pas d'AVC immédiatement. Quand Proudhon, les mots ont un peu vieilli, mais quand il parle de ménage, il faut entendre cela comme la vie domestique, mais ça renvoie pas à la machine à laver non, pas du tout. ou à l'évier, ça renvoie à toute la vie du foyer. Le foyer, voilà, la femme est... Pour Proudhon, c'est ce qu'il dit encore une fois, la femme est plutôt orientée vers la consommation que vers la production. Donc elle va gérer. Il a bien vu ça. Et oui, mais on ne peut qu'acquiescer. Ben oui, là au moins on a un point d'accord avec nos amis de Tikkun, là, les prostituées de Tikkun qui ont fait un très bel ouvrage qui s'appelle Théorie de la jeune fille, où évidemment c'est hyper misogyne, mais c'est un fait. On sait que le Bloom de l'époque, c'est la jeune fille, c'est-à-dire la conjonction, comme l'expliquait très bien d'ailleurs Soral dans ses premiers ouvrages, conjonction de la jeunesse et de la féminité. Bien sûr, c'est poser la femme enfant, ce qu'on appelle la femme enfant, comme le dit Stéphane Edouard, comme la matrice même, la base même de toute la civilisation. Et là, c'est l'étape capitaliste dans laquelle nous sommes, effectivement. Le capitalisme de consommation, quoi. Capitaliste de consommation, de surconsommation même. Donc voilà, l'homme plutôt sur la production, l'atelier, l'échange, la femme plutôt sur le foyer, la préservation du foyer, la consommation, l'épargne. L'homme plutôt... la femme ménagère, l'homme plutôt producteur. Et Proudhon, encore une fois, dit bien que c'est ce que veulent intrinsèquement, naturellement, les hommes et les femmes. L'homme, naturellement, une fois débarrassé de tout, encore une fois, toutes les idéologies modernes, si on veut, l'homme aspire à devenir un libre entrepreneur. C'est ça, un artisan, un petit patron, maître chez lui. Oui. Et la femme aspire à devenir la reine de son foyer. Charbonnier maître chez lui. Oui, et la femme, maîtresse de maison, reine dans son foyer, maîtresse de famille. Et encore une fois, ce sont des aspirations pour lui naturelles. Et c'est pour ça qu'il fait cet éloge de la famille populaire. Et encore une fois, on rejoint la famille dans la vision classique des choses, finalement. C'est assez antique, finalement, comme vision. Et c'est pas du tout bourgeois, car c'est truculent de constater que la famille bourgeoise, finalement, se part de tous ses oripeaux, mais elle est fondamentalement à l'opposé de cette vision, puisque... En tout cas, la bourgeoisie nouvelle est plutôt dans l'infidélité, l'amour libre, le divorce, bien sûr, l'égalité homme-femme. Et la famille n'existe pas dans la bourgeoisie, puisque finalement, les bourgeois achètent leurs femmes, vendent leurs filles comme des prostituées, au plus offrant finalement pour faire des bons mariages. Voilà, le père, ce que dit Proudhon, c'est comme des éleveurs de chevaux en fait. Bien sûr, c'est ce que dit Sorel, c'est ce que dit Berthe. Il dit dans la famille bourgeoise, le père est souteneur et la mère entremetteuse. Oh, c'est chaud. J'ai connu ce milieu dans une vie antérieure, je confirme. C'est confirmé. Donc voilà, ça c'est la première théorie, je pense, fondamentale sur laquelle s'appuie Proudhon pour élaborer sa théorie sociale plus globale.
De cette vision du couple et de la famille, de l'union de l'homme et de la femme, du foyer, découle la théorie de la propriété chez Proudhon. Deuxième axe très très important, c'est-à-dire que effectivement, quand on est en couple, on va fonder une famille, et ben, au bout d'un moment, effectivement... Oui, il faut les moyens de l'entretien des foyers. Et le foyer dont on parle, le travail dont on parle, et ben voilà, c'est la question de l'accession à la propriété. Et c'est là où, par exemple, on pourrait trouver un point de conjonction entre Proudhon et Marx, c'est-à-dire que Proudhon est d'accord pour supprimer la propriété de classe. Et là, il y a un point d'accord avec Marx, c'est vraiment sur l'abolition de la propriété de classe. Mais par contre, Proudhon, au bout de sa réflexion sur la question, qui est une réflexion d'ailleurs qui traverse toute son œuvre. Toute son œuvre est basée sur cette question très juridique de la propriété. Oui, on se souvient que jeune, il avait lancé ce mot d'ordre. La propriété, c'est le vol. Bien sûr. Mais vous le dites, dans la fin de sa vie, il a mûri tout cela et il arrive à faire l'apologie de la propriété individuelle. Oui, il fait en fait la conclusion. Et d'ailleurs, c'est Marx qui va le mettre sur la piste. Marx et sa disputatio avec Marx va le mettre sur la piste du fait que pour résister non seulement à l'État, mais en particulier à l'État socialiste, il n'y a pas de meilleur bouclier que la propriété privée. Et en fait, Proudhon, qui était un communiste libertaire dans sa jeunesse, ou dans sa jeunesse, on peut dire ça, plus la maturité viendra, et plus il va essayer de monter des digues de protection de ce foyer dont vous parliez, Pierre, et ce n'est pas encore une fois l'État bourgeois qui va le convaincre, c'est l'État socialiste en projet dans la tête malade de Marx, qui va lui faire dire que le meilleur moyen de se protéger, de se prémunir contre cet État socialiste qu'il voit arriver, qu'il voit se dessiner dans cet horizon que lui ne verra pas, comme vous le disiez, il est mort avant, c'est contre cet État socialiste qu'il dira que le meilleur rempart, c'est la propriété familiale. Parce que c'est vrai que Proudhon a vu chez Marx la dimension étatiste de la dictature du prolétariat qui donnera effectivement ce qu'on connaît, nous, de l'épopée léniniste, stalinienne, communiste. Voilà. Donc je reprends sur la théorie de la propriété. Encore une fois, réaliser la propriété individuelle, oui. Supprimer la propriété de classe, oui. Pour que l'homme producteur soit maître chez lui. Parce qu'il dit bien, encore une fois, que le foyer, c'est la garantie du couple, de la famille et de la moralité de la femme. Je reviens à cette question fondamentale. C'est pour ça que quand Onfray dit non, l'antiféminisme de Proudhon est à condamner, tu peux pas te revendiquer proudhonien. Il y a une contradiction là. Tu peux pas te revendiquer proudhonien si tu mets de côté sa misogynie et son antiféminisme. C'est pas possible. C'est une contradiction, c'est une hypocrisie. Voilà, donc ça, c'était important de le rappeler. Et c'est là où, par sa théorie de la propriété, Proudhon pose les jalons de ce que vont développer après lui Sorel, Ebert et les syndicalistes révolutionnaires. C'est les jalons de ce qu'on appelle la civilisation des producteurs. La civilisation des producteurs, c'est-à-dire dépasser la civilisation bourgeoise, dépasser le capitalisme pour arriver à créer, non pas revenir à une utopie ou dans une dimension nostalgique au communisme primitif, mais dépasser la société capitaliste pour mettre sur pied une société de travailleurs, une société de producteurs, artisans, artistes, propriétaires, mais toujours soldats. Quand même dans la séparation, c'est-à-dire qu'il y aura quand même l'art séparé, la religion. On ne quittera pas le monde de la séparation. Non, mais c'est pas un monde où il est question d'abolir les grandes catégories. Oui, mais ça, c'est un point très important parce que chez Marx, et ça, c'est dans son volet prophétique, mais il y a quand même l'idée qu'à la fin du processus révolutionnaire, il y a le retour à la communauté indivise primordiale. Parce que chez Marx, il faut abolir, c'est une certaine acception de Marx, encore une fois, il faut abolir l'État, il faut abolir l'argent, il faut abolir la propriété, il faut abolir la famille, peut-être. Et c'est vrai qu'il faut concéder aux cousiniens que Proudhon n'a pas du tout l'intention d'abolir le travail, par exemple. Non, pas du tout. Ni pas le travail, ni le salariat. Le salariat, on peut en parler, mais le travail, pas du tout. Au contraire, il fait même l'éloge du travailleur, mais du travailleur social. Pour vous dire, moi, mon sentiment, Pierre, c'est que Pierre-Joseph Proudhon est un socialiste beaucoup plus sérieux que Marx. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas cette quasi-mythologie, cette cosmogonie, ce Gotha-Dämmerung là, de la fin de l'histoire, etc. Pierre-Joseph Proudhon, il a des objectifs beaucoup plus modestes, mais à mon avis beaucoup plus réalistes. Faire une banque du peuple, faire en sorte que les gens soient le plus possible propriétaires de leur outil de travail et de leur maison, élever décemment leurs enfants, interdire le fait que la pornographie ne se convertissent en pornocratie, justement, ce qui est quand même un petit peu le climat de l'époque, il faut bien le reconnaître. C'est-à-dire que toutes les prophéties de Proudhon sur le règne de la courtisane se sont réalisées. Si on voit les gamines de 14 ans habillées comme des tapins, c'est entre autres parce que la pornographie gouverne.
En grande partie, et c'est vrai que si on revient là-dessus très très brièvement, Proudhon lui faisait l'éloge de la femme mère, qui n'est pas du tout la femme mère, la femme ménagère, qui n'est pas du tout la femme pute ou la femme courtisane dont tu viens de parler, et qui malheureusement régit tous les pans de notre société actuellement, évidemment. Donc sur la théorie de la propriété, c'est aussi la propriété des moyens de production. C'est-à-dire que l'homme, travailleur, doit être aussi propriétaire de ses moyens de production à une petite échelle. Parce que Proudhon, c'est sa conception rurale là, qui s'exprime. Pour lui, il travaille non pas sur les ouvriers comme Marx, des ouvriers de la grande industrie, mais lui, il réfléchit plutôt sur les paysans, les agriculteurs et les artisans. Les artisans et les ouvriers de la petite industrie. Ce qui le fait ranger comme un penseur réactionnaire par les authentiques et seuls révolutionnaires hégélo-marxiens. Oui, mais c'est aussi pour ça que Proudhon s'est élevé contre cette espèce d'unification, de projet unificateur marxien, si tu veux, parce qu'il a bien vu que les paysans français étaient totalement rétifs à un quelconque collectivisme. C'est-à-dire que quand le peuple est contre-révolutionnaire, Pierre, il faut dissoudre le peuple. C'est n'est-ce pas le mot d'ordre de Brecht, de Bertolt Brecht. Dans la dimension marxienne, il y a un peu cette idée. D'ailleurs, c'est pas qu'une idée. D'ailleurs, ça a été une praxis. Il y a cette idée de ce qu'on a appelé changer l'homme. Oui, changer le peuple. Changer l'homme, changer le peuple, changer la civilisation, abolir, faire abstraction de la civilisation, alors que il y a un côté destructeur chez Marx, alors que Proudhon est un constructeur fondamental, et que lui, effectivement, il veut continuer la civilisation. Il en fait l'apologie. Mais alors, comment expliquer la cohabitation de Marx et de Proudhon dans la Première Internationale ? Francis Cousin l'explique par le fait que c'est une période mixte, et que donc les organisations ouvrières deviennent des organisations mixtes. Et donc, il y a à la fois de la révolution et de la radicalité, ce que lui appelle radicalité, il y a de la radicalité et du compromis. Là, il pense à Proudhon. Il y a du socialisme Marx et il y a de la réaction Proudhon. Quelle est ton explication à toi du fait que Proudhon accepte de travailler avec un frappadingue comme Marx ? Parce que je suis désolé de te le dire, mais la vision de Marx qui en fait uniquement un frappadingue n'était pas partagée par tous les penseurs socialistes à l'époque, n'était pas forcément uniquement celle sur laquelle s'est focalisé Proudhon. Et moi, je pense qu'encore une fois, j'en suis revenu, et je pense qu'il y a une dimension très intéressante et très importante chez Marx à exploiter, ce qui peut expliquer pourquoi il y a eu des conciliations, peut-être, on peut appeler ça des compromissions dans l'histoire. Non, ça peut être un compromis. Quel est le Marx que tu veux sauver ? Je voudrais réhabiliter Marx, je voudrais réhabiliter Proudhon, et je voudrais réhabiliter une certaine acception de Marx, mais pas l'acception forcément téléologique, messianique. Alors, allons-y. Laissons de côté le Marx prophétique. Quel terrain d'accord sur la question de la propriété, par exemple ? Est-ce qu'il peut y avoir un marxisme proudhonien ou un proudhonisme marxiste ? Est-ce qu'on peut accepter, par exemple, la possibilité d'une propriété individuelle dans un socialisme scientifique ? C'est-à-dire, voilà, le terme est bon. C'est-à-dire que Marx est beaucoup plus scientifique que Proudhon, effectivement, et bon, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais la vision scientifique des choses de Marx n'est pas totalement à jeter, puisque c'est ce qui lui permet d'élaborer sa théorie de la lutte des classes. Et de prédire quand même énormément de choses. Il a quand même prédit toute l'époque. Et puisque Marx, ce qu'il faut lui reconnaître, c'est que c'est le plus grand penseur du mouvement capitaliste. C'est vrai. Alors, là, par contre, on peut lui reprocher de ne pas être un penseur du mouvement prolétarien, là où Proudhon, lui, est un penseur peut-être du peuple et du prolétariat, et Marx, lui, est un penseur du capital. Alors, peut-être qu'on pourrait faire un peu d'ironie, nous aussi, là-dessus, en disant que ce sont ses origines qui l'ont poussé à s'intéresser à ça. Mais il y a beaucoup de choses chez Marx, c'est-à-dire que c'est un juif allemand qui travaille influencé par la Révolution française et qui travaille sur la lutte des classes anglaises. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une dimension chez lui kabbaliste. Qui ne se produira d'ailleurs jamais. Oui, mais il y a une dimension chez lui kabbaliste, il y a une dimension chez lui protestante, romantique, la philosophie allemande, il y a une dimension chez lui libérale, c'est vrai, le libéralisme français, et anglo-saxonne aussi, quoi. Donc, il y a un peu tout ça, mais il faut réussir à faire le tri. Donc, moi, je sauverais, si c'est là vraiment ce que tu me demandes, là, tu m'accules, je sauverais chez Marx une certaine acception de sa théorie de la lutte des classes et sa capacité à avoir autopsié le capitalisme. Voilà, c'est celui qui fait la genèse
et qui analyse le développement et l'essor du capitalisme jusqu'à sa vision ultime, mieux que personne. Voilà. Non, mais je veux pas que les auditeurs se trompent sur mon sentiment à cet égard. Pour moi, Marx est le plus grand critique du capitalisme. Il est probablement celui qui a, même sur le plan de la philosophie, celui qui a le mieux compris l'époque. Ce que moi, je lui retranche, que toi tu conserves, mais que moi je lui retrancherais, c'est cette notion de lutte des classes, même si je la crois avérée scientifiquement. Mais je la regrette, comme les fascistes italiens et comme toute la réaction du continent européen dans l'entre-deux-guerres, je la regrette, et je pense qu'on peut y apporter une autre réponse que la lutte des classes, qui serait la collaboration de classes. Mais c'est un débat intéressant, et je pense que ça, c'est beaucoup plus proudhonien, là, pour le coup. Eh ben, on peut en parler, c'est-à-dire que Proudhon, lui, n'adhérait pas effectivement à la théorie de la lutte des classes, puisque je te dis, il avait une autre théorie sociale qui se basait sur la théorie de la famille, la théorie de la propriété et la théorie de la guerre. Je suis pas venu à ce point tout à l'heure, mais j'y reviendrai juste après, si tu veux. Mais à force de constater l'opposition et le caractère réticent de la bourgeoisie, il en est venu quand même à constater qu'il y avait... Proudhon en est venu quand même à accepter dans une certaine mesure la théorie de la lutte des classes, c'est vrai, mais il a dit, voilà, les bourgeois, quelque part, ne nous laissent pas le choix. Alors que chez Marx, c'est posé comme un absolu, c'est la lutte des classes, c'est l'alpha et l'oméga, il n'y a rien d'autre qui prévaut, c'est la condition sociale qui dirige toute la réflexion et toute la pensée, alors que, encore une fois, chez Proudhon, ce qui prédomine, c'est la morale, c'est l'éthique, et pas la condition de classe. Elle est très importante, la condition de classe, mais avant tout, c'est la question de la morale, de la gestion des vices et des vertus, et pas effectivement la question de la bourgeoisie contre le prolétariat, et puis la lutte des classes immanente jusqu'à la catastrophe finale qui nous fera revenir à l'origine sacrée. À la radicalité stellaire. Voilà, la radicalité stellaire. Donc la théorie de la lutte des classes chez Marx, c'est effectivement une rupture immédiate avec la bourgeoisie sur le seul critère de la condition sociale, très violente. C'est vrai qu'il y a quand même cette dimension, je le reconnais, chez Marx. Très déterministe, en tout cas. Très déterministe, et il y a cette dimension, parce que c'est la vision scientifique. Ce qui est très bizarre, parce que lui, en revanche, serait une énigme. C'est-à-dire que lui, en fait, serait quoi, en fait? Une exception? Lui, c'est un intello. C'est-à-dire que dans il surplombe en fait les lois sociales. Parce que dans la vision, dans une certaine vision marxienne, effectivement, le peuple, le prolétariat a besoin d'être guidé par une élite. Non, mais d'accord, mais laissons ça, c'est du léninisme. Revenons vraiment à la lettre de Marx. C'est dans la vision marxienne. Revenons à la lettre de Marx. Marx, lui, est un parasite économique. On l'a dit tout à l'heure. Il vivait quand même des rentes d'un autre. Non, mais alors, évidemment, les révolutionnaires de salon lui passent ça par pertes et profits en disant il a quand même fait le boulot, donc on va pas trop aller regarder, on va pas renifler ses slips. Ok, mais quand même la question se pose. Comment expliquer cette contradiction entre le fait que les lois sociales soient des lois d'airain, mais que Marx, lui, finalement, est dans une sorte d'apesanteur sociale? Il est dans une sorte d'apesanteur parce que, encore une fois, il est dans la position assez confortable de dire la dictature du prolétariat adviendra à partir du moment où on créera des partis, et il faut mettre à la tête de ces partis des élites, et il s'avère qu'il fait partie de ces élites. comme d'autres penseurs, effectivement. C'est vrai que c'est quand même ça le truc, c'est que le prolétariat doit être guidé par des intellos, voilà, il s'avère que dans l'histoire, ils viennent plus ou moins tous de la même communauté, et que c'est vrai que ça nous interroge, ça nous pose des grosses questions. Mais c'est vrai qu'il y a quand même tout un continent, revenons à ça, il y a tout un continent du travail marxiste, enfin du travail de Marx, qui est évidemment non seulement extrêmement valable, mais extrêmement nécessaire de travailler si l'on veut collaborer un temps soit peu à une révolution sociale, enfin en tout cas un changement vers le mieux pour nos compatriotes. On ne peut pas faire l'économie de la lecture de Marx. Et en particulier à mon avis, de cet essai intéressant, Misère de la philosophie, qui ne se départit pas trop des autres écrits de Marx que j'ai eu l'occasion de lire. C'est-à-dire, on retrouve vraiment un Marx à la fois, je le disais tout à l'heure, mordant et tout en même temps très théorique, avec une polysémie des expressions, une profondeur aussi de la critique de Pierre-Joseph Proudhon, qui, à mon avis, est assez bien cerné dans cet essai, c'est-à-dire, quand même, j'y reviens, un réactionnaire, un croyant, un paysan, ce qui n'est pas du tout la touche de Marx. Marx ne s'intéresse, tu l'as dit tout à l'heure, qu'aux ouvriers des grands centres industriels. Et c'est vrai que Proudhon, il est hors du continent de nos révolutionnaires hégélo-marxiens, parce qu'il vient d'ailleurs. Et d'une certaine manière, quand Francis Cousin dit « tout le monde est proudhonien », il a raison. Quand il dit
Onfray à la droite maurassienne, tout le monde est proudhonien. Non, mais je veux dire, des gens qui font le boulot sérieusement. J'exclus évidemment tout le marais macrono, LR, socialiste, enfin Parti socialiste, Vert, tout ça, c'est de la racaille. Les gens qui essaient de faire de la politique sérieusement, même si c'est bourré aussi de crapules, je pense là particulièrement aux gens de la France insoumise, les gens qui sont dans les mains dans le cambouis, en tout cas, lisent tous Proudhon et ils trouvent toujours quelque chose à y trouver. Oui, quoi. mais quand Cousin dit que tout le monde est proudhonien, évidemment, c'est pour accuser qu'il dit ça. C'est-à-dire que de son point de vue... Non, c'est pour montrer que c'est pas radical. C'est pour montrer que c'est pas radical, parce que de son point de vue, Proudhon est un réformiste. Parce qu'à partir du moment, dans la vision cousinienne... Mais c'est la vérité, ça, Pierre. Je crois que... Oui, mais pour moi, c'est un... Mais je crois qu'il peut y avoir des révolutions réformistes. Non, mais c'est ça le cœur de notre discussion. Oui, mais ça dépend ce qu'on entend par réformiste. C'est-à-dire que dans la vision cousinienne, tout ce qui n'est pas abolition de l'État, de l'argent, du travail, de la propriété, de la famille, c'est donc pas révolutionnaire. Et du temps aussi, il faut abolir le temps. Et du temps. C'est donc... Et de la civilisation. On va dire, tout ce qui n'est pas abolition de la civilisation dans la vision cousinienne, c'est du réformisme. Et moi, je dis que Proudhon n'est pas un réactionnaire, mais c'est un grand progressiste, un grand moraliste, et c'est un grand révolutionnaire et pas un réformiste. Voilà. Alors parce justement... que c'est un grand révolutionnaire, parce que comme je le disais tout à l'heure, il veut changer la vie. Proudhon pose les jalons d'un dépassement de la civilisation. Je suis d'accord avec vous, Pierre, mais je crois que... la civilisation bourgeoise. Il faut une certaine humilité. C'est vrai que c'est un truc qui occupe beaucoup Francis Cousin, et pour ça, je me sens en sympathie avec lui. Il parle souvent de l'humilité, aussi bien de Marx que des milieux radicaux en général. Mais justement, je crois qu'une certaine humilité, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas radicaux pour autant, moi, me conduit à ne pas demander la lune. Je ne demande pas l'abolition du temps. Je demande la création d'une banque populaire. Non, mais et ce réformisme-là, moi, ne me fait pas peur. Bien sûr. Parce que quand je dis réformiste en parlant de Proudhon dans ces mots-là, pour moi, ce n'est pas une injure. Pour moi, l'injure, serait plutôt de m'assimiler à tous ces, on va dire, commissaires politiques de pacotille qui veulent ne jamais améliorer concrètement le sort des travailleurs et qui attendent toujours les grands soirs. Mais pour Cousin, encore une fois, le réformisme, c'est condamnable parce que tu ne seras pas dans l'être. Mais voilà, je pense que moi je crois qu'on se rapprochera dans l'être quand on aura une banque populaire. Mais moi je suis d'accord sur cette vision. Mais donc tu sais quoi, Pierre, je te propose un contrat. Acceptons les colibés que nous envoient les égalo-marxiens. Je le reconnais. Nous sommes des proudhoniens. Nous voulons un socialisme français. Nous voulons un socialisme national. Donc qui est très loin du national-socialisme allemand, évidemment. Les formules sont forcément très différentes. Mais d'ailleurs, c'est amusant parce que on parlait tout à l'heure de... C'est peut-être un aspect qu'on peut aborder. Proudhon est aussi conforme à notre façon de faire, de penser, parce qu'on le disait tout à l'heure, Pierre, il est français. Ah oui, il est profondément... Sa pensée, sa philosophie est profondément française. Ce que je disais tout à l'heure, elle est marquée effectivement par son ancrage dans la ruralité, dans sa vision du monde, même si c'est un très très grand connaisseur de la philosophie allemande. Hein, il lisait l'allemand. Alors, Marx se moque de lui, justement, il dit... Oui, il dit, voilà. Tu peux le citer. Ouais. Voilà. Monsieur Proudhon a le malheur d'être singulièrement méconnu en Europe. En France, il a le droit d'être mauvais économiste parce qu'il passe pour être bon philosophe allemand. Alors c'est vrai qu'à l'époque, la philosophie allemande était très peu accessible aux milieux intellectuels français. En Allemagne, il a le droit d'être mauvais philosophe parce qu'il passe pour être économiste français des plus forts. Nous, en notre qualité d'Allemands et d'économistes à la fois, nous avons voulu protester contre cette double erreur. Voilà, ça c'est très... Là, ça commence ça commence comme ça, mais c'est la pirouette. Et c'est génial. Oui, là on y est. D'un point de vue jouissif, oui. Non, je crois quand même, Pierre, il faut reconnaître à Marx une chose, c'est qu'il a un sérieux à la fois dans la méthode et dans le fond. C'est-à-dire que on sent bien, et ça c'est très français, on sent bien chez Pierre-Joseph Proudhon une inspiration, on l'a dit tout à l'heure, religieuse, même mystique. C'est un grand moraliste, c'est un grand français. Mais on ne remplacera jamais l'ingénierie allemande, c'est ça que je veux dire. Mais il y a un côté autodidacte, il y a un côté superficiel, alors au sens, non pas du manque de sérieux, mais il y a une légèreté française dans la façon même dont Proudhon parle de sa philosophie de la misère, qui nous éloigne considérablement du sérieux, presque, encore une fois, scientifique, avec lequel Marx traite de la question, je pense. On va pas s'attarder trop là-dessus, mais sur les notions de propriété, de valeur, etc., Marx bat
Proudhon à plat de couture, mais je crois que ce n'est pas le plus important. Et voilà, c'est parce que quelque part, le débat est ailleurs, la vérité est ailleurs, l'important est ailleurs. Mais malheureusement, c'est ce qui restera, c'est ce qui est resté. Hein. C'est ce qui est resté dans l'histoire. Et Proudhon a disparu. Proudhon a disparu des études socialistes, a disparu même des penseurs, tout simplement. À l'université, on n'étudie jamais Proudhon, ça n'existe pas. On ne sait même pas qui c'est, en fait. Bon, on n'étudie même plus Marx. Donc, oui, on n'étudie plus rien. Donc là, en fait, ton propos n'a pas beaucoup de sens. Mais disons que resituons-nous 15 ans en arrière, quand il y avait encore une université non point totalement délabrée, on étudiait déjà plus Proudhon depuis très longtemps. Mais moi, je suis sûr que je vais dans la rue, je demande aux Français s'ils connaissent Pierre-Joseph Proudhon, personne ne le connaît. Non. Et même si je vais dans des milieux soi-disant militants de gauche, je sais pas quoi, je suis sûr qu'ils ne peuvent pas m'en parler plus d'une seconde. C'est sûr. Je suis sûr qu'ils le connaissent à peine. Et Marx, un tout petit peu. Mais voilà, Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a eu une police qui a été faite dans ces milieux politiques et que Proudhon traîne toujours derrière lui un parfum quand même réactionnaire, fascisant et pour tout dire rouge-brun, quoi. Est-ce qu'il y a pas un peu de ça? Moi, je pense que c'est plutôt l'exécution capitale menée par Marx. Tu penses que c'est ça qui a enterré Proudhon? Je pense que c'est ça. La dimension rouge-brun qu'on peut trouver, qui existe. Je suis pas sûr que ce soit ça qui ternisse sa renommée tant que ça. Alors, le troisième axe prépondérant dans la théorie sociale de Proudhon, après la théorie de la famille, la théorie de la propriété, c'est la théorie de la guerre. Et la théorie de la guerre, je la résume très rapidement, c'est de dire que le travailleur, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est le nouveau guerrier. Et dans la civilisation des producteurs à laquelle aspire Proudhon et dont il pose les jalons, le travailleur sera mu par les mêmes vertus que le guerrier antique. Voilà, il occupera la même place dans la société. C'est-à-dire que vraiment, Proudhon veut mettre la production, le travailleur, le travail, l'artisanat au centre de tout, pas comme aujourd'hui où nous sommes effectivement les loisirs plutôt. Encore une fois, dans le capitalisme de la consommation, le loisir si tu veux. La production, elle est complètement passée au second plan, oui. La production dans la civilisation actuelle, c'est le tabou. C'est ce dont il ne faut pas parler. La production, c'est les gilets jaunes. Voilà, c'est le. Enfin, cela dit, Pierre, si tu me permets une parenthèse dans la parenthèse, ou plutôt une remarque dans la remarque, c'est que la production aujourd'hui n'a plus le sens positif qu'elle pouvait avoir jadis non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ouvrier ne fabrique plus. L'ouvrier surveille les machines et veille à ce que la production ne soit pas interrompue. Mais son travail est un travail passif. Il n'a plus du tout. En fait, là, je pense qu'il faudrait que Proudhon revienne d'entre les morts pour réécrire ça. Bien sûr, mais parce que Proudhon parle encore une fois des agriculteurs, des paysans, de la petite entreprise, de la petite industrie. Il n'y a en aucun cas. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. À quoi aspirent les gens? À revenir au local. Hein, le localisme, faire du petit commerce sur des petites échelles, réenraciner, la décroissance. Voilà. Donc finalement, l'époque est assez proudhonienne, même si quelque part elle l'ignore. Donc la théorie de la guerre, c'est de dire le travailleur. Déjà, c'est de reconnaître, parce que Proudhon a beaucoup travaillé sur la guerre et la paix, c'est de reconnaître que la guerre a un rôle fondamental dans le développement de la civilisation. Du capitalisme en particulier, oui. Mais même dans le développement de la civilisation. C'est-à-dire qu'il remonte à toutes les époques, si tu veux, et il va nous dire c'est un moteur du dépassement humain. Voilà. Alors que, encore une fois, Cousin nous dirait non, c'est la catastrophe, c'est forcément la dégénérescence, la perversion de l'être authentique. Alors que Proudhon va dire non, c'est la vie. Quelque part, la guerre, c'est la vie. Tu vois, c'est là, ça, quand là, il y a un aspect qu'on pourrait dire fascisant de Proudhon. Alors évidemment, ça n'a pas de sens. C'est complètement en dehors c'est anachronique pour l'époque de Proudhon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a des considérations qui à l'époque passaient pour des vérités banales, qui aujourd'hui sont complètement discréditées, en particulier par le progressisme philosophique. C'est-à-dire que considérer la guerre comme un fait de nature, surtout aujourd'hui, c'est plus possible. Mais dans ces sens-là, je pense qu'il est un réactionnaire, bien malgré lui. Mais comme il est plus marqué par son époque, il est plus malaxé de préjugés, on peut appeler ça comme ça, de préjugés de son temps, et en fait de vérités banales, de vérités toutes simples, il était destiné à se périmer plus vite que Marx.
C'est possible, c'est possible. Alors, on pourrait faire une critique de nos jours. Certaines personnes tendent à réhabiliter la guerre, mais pas... La guerre, pas toutes les guerres. Mais pas toutes les guerres. Les guerres ethniques, les guerres civiles, les guerres horizontales. Voilà. Mais Proudhon, on le vend en poupe, ouais. Mais Proudhon, si tu veux, lui, il a une vision beaucoup plus, pour le coup, philosophique, et il dit, voilà, c'est l'élan vital. En fait, la guerre, c'est l'élan vital. Il ne fait pas une apologie de la barbarie. Oui, bien sûr. Mais c'est l'élan vital parce que la vie, c'est le mouvement, c'est la création, c'est le devenir. C'est la contradiction. C'est la contradiction. Alors, c'est là que je pense qu'il y a un vrai différent avec Marx. C'est un gros. Oui, parce que la philosophie profonde de Proudhon, c'est ce qu'on appelle la théorie des antagonismes aussi. C'est-à-dire trouver l'équilibre entre les polarités différentes. Voilà. Il est beaucoup là-dedans. Il n'est pas dans la négation. Voilà. Il est toujours dans la recherche de solutions, d'équilibre, de compromis. C'est un maître mot. C'est vrai que chez lui, c'est très important. Et c'est ce qu'il lui aurait reproché par la secte hégélo-marxiste, c'est d'être un philosophe du compromis, de l'équilibre, des périodes mixtes. Alors que je crois, moi, que, au contraire, c'est un penseur de la contradiction, ce qui n'est, à mon avis, beaucoup moins le cas chez Marx, qui est fondamentalement l'homme qui cherche le groupe fusionnel, enfin la situation fusionnelle, la situation sans conflit, la résolution des contradictions, la résolution définitive des contradictions. Oui, parce que encore une fois, chez Marx, nous ne sommes pas dans la vie, quelque part. Nous ne sommes plus dans la vie. En fait. Pour Marx et pour Cousin, à partir du moment où nous ne sommes plus dans l'être, puisqu'il y a eu une césure cosmique, soi-disant, à un moment donné, qui serait tombée de on ne sait où, alors que moi, je pense que cette césure cosmique, elle n'a pas eu lieu, et de deux, si elle a eu lieu, c'était naturel et intrinsèque à l'être humain. Moi, je pense qu'elle a eu lieu et qu'on appelle ça le péché originel, mais il y a trois écoles. Voilà, les cathos vont dire ça, mais moi, je veux dire, c'était, encore une fois, c'était une dimension, une potentialité humaine qui s'est développée, et c'était intrinsèque à l'être humain, et ça ne sort pas de nulle part, c'est pas ex nihilo. Voilà, alors que Cousin va nous dire, ça tombe d'on ne sait où, et il y a une rupture entre l'être et l'avoir, entre l'être et le non-être, et à partir du moment où on est dans la phase du non-être, la vie n'est possible nulle part. Eh ben, Proudhon, comme Sorel, comme Berthe et comme moi maintenant, on dit la vie est possible tout le temps. Voilà. Bah, c'est mon cas aussi. Je crois que la vie n'est que contradiction et qu'il ne faut pas chercher à les résoudre toutes. Il faut parfois, en revanche, chercher à les équilibrer. C'est plus modeste, mais c'est plus juste, en particulier pour les plus humbles d'entre nous qui ne peuvent pas toujours se défendre aussi bien qu'ils le voudraient. Bon, alors, maintenant qu'on a abordé tous ces trois grands axes de la pensée proudhonienne, Pierre, est-ce qu'on peut dire un mot de cette synthèse proudhono-marxiste que vous appelez de vos voeux ? Comment la réaliser ? Je sais pas que je l'appelle de mes voeux, c'est-à-dire que moi, je suis un grand lecteur, encore une fois, d'Édouard Berthe et de Georges Sorel, et Georges Sorel, je pense, son grand apport, c'est de faire la synthèse entre Proudhon et Marx. Voilà. Et malheureusement, Sorel, à l'instar de Proudhon, c'est un penseur qu'on n'étudie plus. Voilà, c'est un penseur qui est complètement même dans les milieux socialistes radicaux, qu'on dénigre. Voilà, dont on parle jamais, qui est complètement passé, mis au banc. Et pourtant, il est très, très, très fécond, d'autant plus dans la période actuelle. Et donc, lui, il fait cette synthèse, c'est-à-dire qu'il prend chez Marx ce qu'il y a à apprendre, c'est-à-dire certainement, en grande partie, sa vision économique, enfin, sa théorie du capitalisme. Sa science économique, voilà. Oui. Enfin, ou plus exactement, pour faire plaisir à Francis Cousin, sa critique radicale de toute économie politique. Par exemple, l'économie politique de Marx, effectivement. Le côté conscience de classe, voilà, Sorel peut emprunter ça à Marx. Et il y ajoute le côté moral de classe, j'ai envie de dire, de Proudhon. Voilà, conscience et morale. Et c'est ça qui fera advenir dans leur vision, à ces syndicalistes révolutionnaires français, la civilisation des producteurs dont je parle. Donc Sorel parle, lui, de la morale des producteurs, c'est dans les réflexions sur la violence. Ce sont des grandes questions fondamentales. Alors c'est vrai que c'est très, très difficile d'accès. Mais voilà, il allie le côté lutte des classes et le côté avenir social, concret, juste, comme tu l'as dit. Progressif, nécessairement progressif. Progressif et progressiste dans le bon sens du terme, mais pas le côté... C'est-à-dire plus de justice sociale, pas le côté messianique, téléologique, apocalyptique, d'une certaine acception de Marx, encore une fois. D'une acception hébraïsante qui, pour moi, disqualifie en très grande partie l'œuvre... on va dire prophétique de Marx. Et pour moi, les sectes différentes, Parasitu, qui se réclament de ces logiques-là, sont des sectes quasiment kabbalistiques. Je veux dire, faut vraiment quand même avoir perdu quelques cases, soit devant des écrans de jeux vidéo, soit à la fréquentation excessive du vin de Bourgogne, pour croire qu'il adviendra un paradis sans contradiction
un jour. Et donner comme exemple, si vous voulez, des tribus d'Amazonie qui ne savent pas compter au-delà de 2 et qui n'ont pas de montre, me paraît assez peu engageant pour l'action politique radicale. Et à ça, c'est certainement la dimension kabbaliste de Marx, où certains diraient que c'est sa dimension romantique, idéaliste allemande. Bon, c'est vrai qu'on n'a rien dit de l'idéalisme allemand, mais il me semble que c'est un point très important, parce que c'est vrai que Marx a écrasé Proudhon dans cette querelle. Cependant, il me semble que dans la bagarre, Pierre-Joseph Proudhon remporte quand même une manche. Alors, on dira bien sûr que Marx n'est plus un idéaliste allemand, puisqu'il le retourne dialectiquement dans le matérialisme historique. Il n'en demeure pas moins qu'il est quand même dans une veine très marqué par l'idéalisme allemand jusqu'à Feuerbach, allant d'Emmanuel Kant jusqu'à Feuerbach, et que Proudhon, lui, en tant que Français, rejette tout cet ensemble et son retournement dialectique dans le matérialisme historique. Oui, mais Proudhon a lu Kant et a lu Hegel, et il a élaboré une dialectique qui lui est propre, mais en partie à partir de la dialectique hegelienne. C'est vrai qu'il emprunte aussi à Kant, ce que lui reproche Marx dans une lettre. C'est-à-dire qu'on peut prendre le couple Kant-Hegel comme un peu les fondamentaux de la dialectique. Marx va en faire une certaine lecture où effectivement ça va être la lecture historique très violente, voilà, très forcée, et Proudhon va en faire une autre lecture dialectique mais plus équilibrée, encore une fois, plus équilibrée, plus dynamique. Voilà, c'est plus organique. C'est une autre dialectique en fait. On a là deux dialectiques qui s'affrontent. En tout cas, chez Proudhon, me semble-t-il, il y a des formules. Peut-être ça a été sa chance d'avoir été vaincu par Marx, puisqu'il est à nouveau disponible comme option socialiste française. Moi, je dis à essayer. Au moins, en tout cas, il ne sera pas passé avec pertes et profits avec le socialisme réel de toutes les expériences communistes ici et là. C'est-à-dire que Marx, par son génie du sarcasme et de la formule, c'est vrai que il a évincé Proudhon, mais d'un point de vue dialectique, on pourrait dire c'est ce qui nous permet, vu l'ampleur de Marx, de remettre Proudhon sur le devant de la scène. Oui. Pourquoi pas ? Moi, je dis tout est bon pour relire et recomprendre Proudhon dans la période actuelle. Voilà. Et pas simplement, encore une fois, pour sa vision fédéraliste ou mutualiste, qui est très, très, très intéressante, mais plutôt pour sa vision révolutionnaire, sociale, profonde. Et c'est vrai que c'est une solution qu'on peut proposer à nos amis Gilets jaunes, c'est de se replonger dans Proudhon, y compris dans ses formules réformistes. Banque populaire, bien sûr. Mutualisme... Et c'est en plus très conforme à l'époque. C'est ce que me faisait remarquer il y a quelques années déjà mon ex-ami François Bousquet, qui depuis est devenu... j'ai vu depuis qu'il était sorti du placard, j'en suis très content, et qui me disait que l'époque était très proudhonienne, ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, aussi, et c'est très vrai. Tout ce côté horizontal, réseaux sociaux, mutualisme, partage et commentaires, action, rétroaction, mandat impératif, tout ça, c'est tout le sens de l'époque. Fédéralisme, ça fait des années que moi, localisme évidemment, ça fait des années que moi je me bats pour promouvoir, pour pousser ces solutions, et je crois que les Gilets jaunes pourraient utilement relire Proudhon sur les questions, y compris même bancaires, pour proposer des solutions, puisqu'il semble en effet parfois quelque peu démuni. Chers amis auditeurs, c'était Monsieur K en compagnie de Pierre de Brague, patron de la rédaction de Combat d'égalité et réconciliation, pour ce livre Philosophie de la misère, misère de la philosophie, Pierre-Joseph Proudhon et Karl Marx aux éditions Contre-Culture. Je vous dis à la prochaine fois. Pourquoi tant de haine ? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous ! Pourquoi tant de haine ?